Hello, c'est le Lucas du futur qui vous parle. Ce live a été compliqué, donc voilà une petite vidéo explicative de pourquoi, de comment. Concrètement, le setup à 2 caméras s'est plutôt bien passé, il n'y a pas eu trop de galères. En revanche, on n'avait pas du tout anticipé qu'une requête lancée par CodeQL sur l'ordinateur de Hugo, l'invité de ce soir, faisait complètement ramer son PC au point que 7 ou 8 secondes de délai étaient induites sur le stream. En plus de ça, CodeQL, c'est cool, mais c'était clairement pas adapté au fait d'exploiter Jolokia, qui lui ne contient pas vraiment les failles en soi. C'est juste une passerelle protocolaire. Donc, c'était très sympa. On s'est marré, on a struggle, on a galéré comme pas permis. On a quand même appris des trucs. Et après avoir galéré pendant 3 heures, on a fini par avoir quelque chose de plutôt fonctionnel et qui, on a fini par dépit couper le stream vers minuit et ça a fonctionné vers minuit 5, 6. Bref, on était deg. Si c'est pas le meilleur stream à voir, je pense. Je le mets quand même for the sake of completeness. Euh, je mettrai un timecode. Aller plutôt vers la fin pour la partie intéressante où on prend Project Discovery, leur projet Simple Server, et on va retrouver un file write partiellement contrôlé. On a réussi à trouver des trucs. On a beaucoup struggle. Clairement, je pense pas que ce soit le stream le plus instructif de la chaîne, mais il y aura d'autres épisodes sur CodeQL. Il y aura d'autres trucs sympas à faire. Bon visionnage et vous allez vous marrer en voyant tous les crashs, tous les problèmes de lag, de bugs, de setup et tout. Anyway, c'était volontaire de vouloir poker ça en live. What a ride. Et c'est pas la bonne. Bam. Bonjour et bienvenue. Ça y est, on a les deux cams. C'est une première. C'est un peu la galère avec un setup différent auquel je ne suis pas habitué. Bienvenue. On est donc là pour aller faire du Java et du CodeQL avec Hugo. Hugo, un ami de longue date, que je suis très content d'avoir avec moi ce soir. 3-4 ans? Ça fait pas mal de temps, ouais. Je sais plus. Plus que j'aurais dit, je sais pas. Ah bah c'était avant la vie professionnelle. Hein. Ouais. Et du coup, au programme ce soir, on va partir sur une petite explication des mots de ce que c'est que Jolokia, ce qu'on fait avec, en quoi c'est fait, qu'est-ce que c'est. Ensuite, bah, la même chose avec CodeQL, et ensuite on va essayer de retrouver des bugs qu'on avait déjà avec Jolokia, des choses connues, des features, des exploits, avec CodeQL. Il y a deux bloqueurs qui vont être potentiellement très chiants. C'est que Jolokia, c'est plutôt un bridge entre deux fonctionnalités qu'une fonctionnalité à elle-même. Donc on va voir si c'est suffisant, si on arrive à tacler le problème comme on veut, ou si c'est complètement pas la bonne approche, ce qui est potentiellement le cas. Donc on va dégager ça, on va dégager ça, on va fermer ça. Et on va, je pense, essayer de mettre la bonne scène aussi, histoire de ne pas refaire les mêmes erreurs en boucle. Nice. Donc on va partir sur un petit coup de chaud de début de live, la base, ainsi que sur vérifier qu'on est bien, le chat, qu'on est bien. Hello, hello, nice. Il y a des gens qui sont sur le live et qui peuvent nous confirmer qu'on entend bien, qu'il n'y a pas de souci de son, de décalage, de voix. Avant de se lancer, ce serait archi nice. Et j'ai ça en beaucoup trop petit. Aucun souci, nickel. Eh bah c'est y part, on commence. S'il y a bien la vue sur l'écran, on va juste se mettre en un poil plus gros. Chap, chap, chap. Et donc on part sur du se mettre dans le répertoire, mkdir, code, QL, Jolokia. Let's go. Mux, new, code. Hop. Ok. Donc voilà d'où là où on part. Petit touch, readme.md, readme.md. Toujours prendre les notes, hein, ultra important. Et se préparer à faire des choses sympathiques. Donc maintenant qu'on a ça, on va quand même ressortir un peu de doc, parce que bien sûr on part rarement de zéro. De mon côté, c'est le lab que j'avais déjà pu faire avec Jet ainsi que du Docker. La petite ligne magique d'un mec qui a déjà fait l'image Jolokia, donc Botch Jolokia. Et gros gain de temps, on va pas se prendre la tête. On boot un Docker.
ne tape pas son mot de passe en clair devant tout le monde. C'est mieux. Et ça démarre. Donc on va revenir un petit peu sur ce que c'est, comment ça fonctionne. Normalement, si on va en 27001 8080, on a un Tomcat dans lequel a été chargé le WAR, donc le gros package, le gros zip un peu custom, qui contient tout ce qui nous intéresse côté Jolokia. Hop. Nous avons donc notre petit Jolokia up and running. Et slash list, on a bien sûr toutes les fonctionnalités exposées par cette interface. Donc concrètement, on va pouvoir aller taper en HTTP des embeds sous-jacents, donc des by, des propriétés Java, des objets avec lesquels on peut interagir en lisant, écrivant et exécutant certaines méthodes et attributs. Donc si on part de ça, on va aller prendre l'outil associé, jet, qu'on va récupérer, même comme ça. Le tool. Hugo a dû s'absenter un petit instant. Et donc le tool, qu'est-ce qu'il dit concrètement? Il dit voilà où on peut trouver des endpoints Jolokia, et à part installer les requirements et le lancer, soit avec l'URL, soit avec le blob JSON qui a déjà été récupéré. Donc nous, on va vraiment le faire le point slash sur l'outil comme si on n'avait jamais lu la doc. Donc on a dit créer un pienv, installer, donc là c'est des alias, mais c'est pip install-r requirements, et ensuite Python Jolokia parser, et on a dit qu'on allait lui donner notre endpoint en Jolokia. Je ne sais plus si je donne le Jolokia ou la Jolokia slash list. C'est juste le Jolokia. Ok, donc voilà ce qu'on a fait, et concrètement ça processe toutes les listes intéressantes, et donc on va vite fait de se mettre ça dans un fichier utilisable. Jolokia parsed.lst. Peu importe, hein, il faut avec un T. Si on réouvre avec VS Code ce coup-ci, on voit qu'on a vraiment toutes les données qui nous intéressent qui ont été extraites. Alors clairement, le chat est 10 fois trop petit, il va falloir que je change des trucs de mon côté. Que du beau monde, bien sûr, que du beau monde. Bienvenue dans Dax, bienvenue Voidstack et Romain, incroyable. Je vais rater dès le début. Du coup, voilà ce qu'on a. Donc on retrouve un pattern de manière ultra omniprésente. On va extraire le URL qui nous intéresse, et donc c'est jolokia slash exec, donc l'action qu'on va prendre sur les objets qu'on manipule derrière. Ensuite, il y a un nom, donc les qualifiers de ce qu'on va utiliser, quel objet on va manipuler, et ensuite quelle fonction, quelle méthode plutôt, on va appeler dessus. Donc debug info, set history. Après, pour le coup, il y a des milliards de choses. Donc, histoire de montrer quand même un ou deux petits trucs sympas, on va retourner dans le jet et prendre un ou deux exploits connus avant d'essayer, enfin, histoire de poker le truc en entier avant de sauter à plus loin. Donc on va essayer, par exemple, un file read, ça devrait être pas trop mal. File read compiler directive add. Donc là, c'est juste de la cheat sheet, on copy-paste. On voit qu'on peut encoder les slash entre deux paramètres avec des points d'exclamation slash. Concrètement, si on fait juste ce curl là, yes, pour 80-80, c'est mieux. Un peu, c'est mieux aussi. Et là, on se rend compte que, oh mon dieu, c'est mon ETC password qui vient de sortir devant vos yeux. On est bien content qu'il n'y ait plus de mots de passe parce qu'ils sont dans les ETC Shadow. Donc voilà, c'est pas plus con que ça. L'idée, c'est on arrive à taper des mbins ou un pseudo JMX à partir de HTTP. Le tout, c'est en Java. Il y a le code source qui est accessible sur Internet parce que c'est open source. Et comment est-ce que ces bugs que moi j'avais trouvé manuellement, en tout cas ces features que j'avais pu trouver manuellement il y a très longtemps, il y a 2-3 ans de ça maintenant, comment est-ce qu'on pourrait essayer de les retrouver de manière un peu plus programmatique, propre, et peut-être faire de la variant analysis, donc en ayant trouvé le bug et en essayant de le schématiser. Hugo, je te laisse a priori enchaîner sur la première partie code QL. Et donc je vais tenter de mettre ton écran en full, ou plutôt dans la scène, ça va être plus sympa. Yes, alors. Il y a ton écran normalement.
Pour l'instant, Et du coup, ouais, nos c'est le visages. live. Ouais. Yes. Du coup, CodeQL, ça va être pratique. On va pouvoir l'utiliser pour aller analyser du code en mode statique. Et ce qu'il fait, c'est on va essayer de parser le code. Du coup, là, dans l'autre cas, ça va être le code Java. Et CodeQL, l'outil va reconstruire la ST. Et après, on va pouvoir aller faire des queries sur la ST pour essayer de trouver des liens entre des variables, des appels de fonctions. Et ce qui va être super fort, c'est qu'on va pouvoir tracer l'exécution on va pouvoir, par exemple, dire qu'on a une source avec des paramètres qui sont en entrée, et on va pouvoir faire de la TailFlow analysis pour aller voir jusqu'où ces paramètres vont être utilisés. Et du coup, dans certains cas, on va pouvoir, par exemple, voir que nos paramètres ils vont aller dans des méthodes un peu dangereuses, et donc on va pouvoir faire des choses intéressantes. Et du coup, pour ça, pour les langages compilés comme Java, C Sharp, C, on a besoin de compiler le code. Du coup, si vous n'avez pas toutes les DLL, tous les jars ou tout le code qui est nécessaire pour compiler, ça ne va pas fonctionner. Mais c'est tout ce qui est Python, JavaScript, on n'a pas besoin de tout. Du coup, dans un premier temps, on va devoir utiliser le code qu'on veut analyser. Si vous voulez pas, enfin moi j'utilise un Docker qui a été fait par Microsoft qui s'appelle CodeQL Container, Bouge pas, je remets ton qui est écran. un. Yes. T'as dit quoi? Remettez ton écran. Je vous avais passé, j'avais changé la scène. Ok. Et du coup, c'est un Docker avec CodeQL de préinstallé dedans. Moi, j'aime bien. Du coup, CodeQL, c'est en deux phases. Dans un premier temps, on va construire la DB. Donc, ça va build tout le projet, tout le code. Et donc, ça va construire la ST dans la DB. Et ensuite, après, on va pouvoir lancer des queries, soit qui sont déjà faites par des membres de la communauté, soit des queries qu'on va faire nous-mêmes. Donc, c'est un peu ce qu'on va faire ce soir. Et donc, on peut juste récupérer une DB que quelqu'un a faite, la récupérer sur notre poste et après lancer nos queries. Du coup, j'aime bien lancer la création de la DB dans un conteneur Docker, vu que ça va télécharger toutes les dépendances nécessaires. Du coup, dans le cas de Java, ça va télécharger tous les plugins. Ça évite d'avoir plein de fichiers qui servent à rien sur son PC. Du coup, euh, on a pris l'exemple de Jolokia. Là, je suis dans mon Docker. Donc là, j'ai fait juste un git clone sur le tag, je sais plus, je crois qu'on a fait, on a pris la dernière version avec Lucra. Yes. Et donc, on va pouvoir lancer l'analyse, enfin la création de la DB. Hop. Est-ce que tu peux zoomer un tout petit peu? Ah ouais, non, Je j'ai t'en pas fait prie. ça. T'inquiète, t'inquiète, c'est lisible, c'est juste pour que ça gagne un peu en. Ouais, mais je crois que j'ai pas. Dans mon terminal, il n'y a pas de shortcut pour zoom. Un contrôle Shift plus. Non, c'est URXVT. Eh ben, on Attends, fera avec, ça devrait le faire, je pense. Sinon, à base de clic droit, non? Rien. Waouh! Ah, tes Ouais, notions clic droit ROT 13, c'est incroyable. C'était inattendu. attends, j'avais j'avais beaucoup marqué un truc exprès, mais j'ai pas eu le temps de le faire. On peut tester. Non, sinon écoute, je viens de checker, c'est quand même largement lisible. T'embête pas. C'est visible? Ok. Ouais, ouais, faut pas la tête. Du coup, c'est marrant, je peux le en tête. Hop. Du coup, on va créer notre base de données qui va s'appeler Jolokia. Notre langage, ça va être Java, et les sources, on va utiliser les sources. Hop. Du coup, là, t'as dit que ton code QL, c'était juste un binaire déjà préinstallé dans un Docker. T'as rien installé, juste. Là, j'ai juste installé le Docker, et en gros, sur, euh, sur le repo GitHub, eux, ils le lancent, enfin, il y a un entry point, mais moi, je suis pas fan de ce qu'ils font, j'utilise juste le fait que ça soit préinstallé dans le Docker. Et après, je fais un Docker exec bash pour lancer depuis le Docker. Ok. Du coup, par défaut, il va trouver, enfin, là, on a un fichier un pom.xml, du coup, avec un Maven package, Maven key package, vous allez pouvoir compiler le projet. Et lui, il a un peu des heuristiques pour essayer de compiler tout seul, enfin, de réussir à compiler tout seul le projet. C'est pas mal. Donc là, il va télécharger tous les jars et il va essayer de compiler le projet en faisant sa moulinette à côté avec. On a une Du coup, on a première testé, normalement, ça question compile tout seul. côté Void Stack qui demande si pour les langages compilés, la ST, il est fait sur la partie source purement ou au compile time, voire au runtime peut-être. À quelle étape se fait la construction de la ST? À quel point on est close du runtime?
Alors, pas au runtime en tout cas, mais je pense qu'au niveau de la Je pense qu'il je fait pense que c'est ça. au niveau de la compilation, il va Ouais. injecter, enfin, il va récupérer des infos et il va configurer la state. J'avoue, je sais pas du tout sur cette partie-là. Ok, j'ai ton son qui clip pas mal, j'espère que c'est temporaire. On va voir. Alright, du coup ça compile, ça se prépare. Et donc Ça là, tu as juste compile et une fois GoodQL pour qu'on a la écouter. DB, on va pouvoir importer le Ouais, il y a clairement des soucis réseau. c'est pas ouf la raison. J'ai l'impression qu'on a un sacré délai. J'ai compté jusqu'à 3 et tu me dis quand tu entends le 3. Genre dès que tu entends le 3, tu fais OK. 1, 2, 3. Ok. Waouh, on a genre 6-7 secondes. Je sais pas si tu as une décompile, si tu as un VPN qui tourne ou quoi, mais ça va être compliqué. Non, j'ai tout. Ouais, je vais essayer de passer en 4G. Ça va être pire, je pense. Écoute, on peut essayer de livre join, sinon laisser tel quel. Écoute, tente, avance, je vais essayer de pas t'interrompre. On verra quand on tourne pas sur une partie à moi. Déroule, hein, essaye de faire. Tu veux que je lis avec Virgin? Ouais, livre join. Livre join, je vais commencer à creuser les sources. Là, on a vraiment trop pour que ça puisse le faire. On a au moins 6-7 secondes d'écart, je pense. Bon, ok. Du coup, on va repasser comme ça. Normalement, vous récupérez mon écran, tout à fait. Et Hugo va revenir. Donc, on va commencer à regarder un petit peu comment c'est fait dans la partie source de Jolokia. Donc, ce que c'est, où est-ce qu'on peut piocher, d'où est-ce qu'on part. Clairement, c'est des fois dur de savoir où est-ce qu'on en est dans un projet, à quel point on est du pair ou pas. Donc là, on va partir de l'image Docker, moi qui m'intéressait. On a dit que c'était pod Watch Jolokia. Hop, hop, GitHub. Soit c'est sur Docker Hub, soit c'est sur GitHub. Et en partant de ça, on peut voir un petit peu comment est-ce que l'image est créée. Donc souvent, il y a un petit peu de doc. Est-ce que déjà on est sûr que c'est la bonne? Théorie, oui, vu le nom du repo. Je crois que ça a été mis à jour il y a l'an dernier, Good enough. Compose root fs dockerfile, ça c'est ce qu'il en veut. Donc, on part d'une Alpine, cool. On met quelques arguments en place, on installe quelques dépendances, très bien. Et ensuite, installation de Tomcat, qui a l'air plutôt bien streamliné. Jusque là c'est ok. Suite à ça, Howtio, je sais pas exactement ce que c'est. On va voir un petit peu quand même ce qu'il y a dedans. Web console for managing Java stuff. Ah, ça veut dire que potentiellement, j'avais jamais trop regardé le reste du contenu de ce Docker, mais à tout moment, si on fait Howtio, incroyable. On a une autre manière de voir un peu ce qui se passe côté JMX. Donc mon Docker de test vulné contenait d'autres vulnes que je ne connaissais même pas. Incroyable. La suite de ça, il va directement récupérer le jolokia.war de cette URL, donc repo 1 maven jolokia.war. Clairement, on va pas s'amuser à prendre un war ou un jar, on va aller directement piocher ce qui nous intéresse et on va voir si on peut pas juste récupérer le code source. Donc on part sur un petit GitHub jolokia source code. Alors Rust jolokia, on avait regardé en très très grande vitesse, histoire de pas arriver les mains dans les poches quand même. On a le vrai Jolokia qui semble être plus utilisé, plus maintenu depuis 2016-2017, mais un fork actif, genre très actif. Très actif. Disons maintenu. Encore présent jusqu'au mois dernier. Petit check. Hugo est de retour, mais mute a priori. Ah ah. Hugo, tu m'entends? Ouais, je suis là. Ah, incroyable. J'allais commencer à ouvrir les sources Jolokia. Tu veux reprendre la partie code QL ou? Ouais, en fait, je pense que c'est
la génération de la DB qui a pris tout le CPU et ça a dû laguer un peu. Ça se tient, ça se tient. En ce cas, on retournera sur la partie code source tout à l'heure. Je te remets ton écran. Qui est Ah, je partage peut-être pas. Pas encore. Alors, écran incoming. Je suis super, j'ai trop de fenêtres. C'est terrible. Hop, hop, hop. Central room. L'écran de Hugo, le voilà. Non, ça c'est bien. Il faut que tu me partages ton écran, jeune homme. Ouais, tac. Est-ce que c'est Il y a bon, quand même du une... coup ouais, incoming. Incoming, screen du Ninja 2. Bam. Et normalement, ça arrive dans le live d'ici très peu de temps. C'est arrivé. Je t'en prie, tu peux continuer. Ok. Du coup, on voit que là, il a réussi à compiler tout, enfin, tous les projets. Donc, notamment le point war qui, je pense, est utilisé lorsqu'il s'est déployé sur les applications. Du coup, là, on a notre DB qui est présente et on va pouvoir la copier et l'importer dans CodeQL sur VS Code. Du coup, hop. Ok. Du coup là, ça y est, on a fait la partie annexation, build de l'AST, est en train de récupérer toute la DB, tous les symboles, c'est ça? Ouais. Ok. J'ai pas compris ta question, j'ai répondu. Je disais du coup là, tu as fait la partie compilation avec CodeQL, tu as fait la partie indexation du code, et on est en train de récupérer la DB qui a été générée par CodeQL pour pouvoir aller commencer à query dedans. C'est bien ça? C'est ça, ouais. Nice. Donc là, on va récupérer la DB. Mince. On repasse. Hop. Et donc, ensuite, dans VS Code, quand on installe l'extension CodeQL, on a le bouton CodeQL à gauche. Et on va pouvoir importer le DB depuis un folder, une archive zip, depuis GitHub directement. Il y a déjà des projets qui permettent d'avoir des DB prêts à l'emploi sur On GitHub? va y ajouter ça. Il veut bien. Ok. Tu m'entends? J'ai l'impression qu'il y a une petite latence à nouveau. Qui était fait par GitHub. Donc il y avait déjà des projets. Il y avait des projets qui étaient déjà compilés. On pouvait run des queries qu'on fait sur les projets. Donc il y avait Apache, Tomcat, je crois. Il y en avait d'autres. Mais je crois que j'ai cru voir il y a récemment qu'ils ont arrêté ce truc-là. Ok. Poil triste. Ok, il faut juste qu'on fasse. De mon côté, Vu que j'ai c'est pas la même peut-être version. commencer à creuser un petit peu le code source, histoire de voir qu'est-ce qu'on va bien pouvoir essayer de sortir de cette chose-là. Ok, et donc là, on a notre DB qui est installé et on va pouvoir essayer une première query CodeQL. C'est une syntaxe custom, c'est un langage à eux. Ouais, il y a un délai, bro. C'est terrible.
te vois parler, je t'entends Alors du pas. coup, CodeQL, ouais, c'est pour query language qui va permettre d'aller query la DB. Et donc il y a plein de classes, plein de méthodes qui sont déjà faites en fonction des différents langages. Toutes les méthodes qu'on va définir comme dans notre variable M, et on va vouloir tout retourner. Donc là, ça va tourner toutes les méthodes du projet Jolokia. Donc on fait clic droit à Run Query. Yes, on save. Donc la première query, elle est toujours un peu longue, vu qu'il va je sais pas, il fait un peu toute sa sauce sur la DB, et après ça va aller un peu plus vite en fonction des projets. Le warm-up. Et donc ensuite, il va nous afficher toutes les méthodes qu'on a demandées, enfin tous les objets qu'on veut, et il va y avoir tout un système de cross-ref, et donc on va pouvoir les analyser. Ça, attends, je peux zoom. Mince. Il a l'air de chauffer ton PC, hein. Genre bien chauffé. Non, non, pas tant. Mais on s'est remangé des délais. J'ai essayé de baisser la qualité vidéo de notre vidéo Ninja, histoire qu'il ait un peu plus... Enfin, qu'il y ait moins de latence. Là, tu me réentends bien? Ok. Ouais. Non, bah ok. On va espérer de ne pas se reprendre de vagues de lag, parce que clairement, ça doit un peu ruiner l'écoute. Ok, donc là, c'est un peu avec lesquels on peut jouer, c'est ça? Ouais, donc ça, c'est toutes les méthodes qui sont dans le projet Jolokia. Du coup, alors non, j'ai pas ajouté le code source. Est-ce qu'il y a une DB un petit peu de méthode qu'on sait, genre, je veux dire dans CodeQL, parce que sinon on peut clairement demander à Stack Overflow Google ce que c'est qui craint. Mais là, je vois du merge, on pourrait penser à des espèces d'équivalents de proto-pollution. Je pensais tout à l'heure à du spell, ou forcément la partie d'essayalisation Java. Il y a une partie base de connaissances embed dans CodeQL? Ouais, alors du coup, je vais essayer de montrer ça. Je peux add folder to workspace. Ouais, ça va fonctionner. Tac. Ouais, Yanzax, il y a un plugin VS Code, et là, en l'occurrence, il a aussi utilisé un binaire CodeQL dans un Docker, qui était du coup déjà pré-setup pour pouvoir faire la compilation génération de la ST plus de la DB. Donc c'est tu me dis si je me trompe, Hugo, hein, mais tu couples bien les deux. Tu as bien la partie front Ouais. VS Code. Ok. Ouais, j'utilise le plugin VS Code. Ouais. Je vais setup ça de mon côté aussi. Ça sera fait. Et yes, bien sûr, je viens de taper VS Code dans VS Code. Hop, et donc, ouais, il y a effectivement une base de code QL depuis GitHub. Il va y avoir dans SRC, en fonction des différents langages, il va y avoir du coup des queries qui vont permettre de faire pas mal de choses. Donc, code QL, c'est pas que pour la sécurité, il y a plein de trucs sur des bugs, des problèmes plutôt orientés dev, mais il y a un folder security. Et du coup, dedans, il y a plein de queries qui vont essayer de chercher plein de types de vulnes, plein de types de vulnes. Donc là, elles sont organisées par CWE. J'en ai pris une au hasard. Est-ce qu'on peut tomber sur un truc un Et peu du coup, prendre un parlant? projet un petit peu assez peu utilisé et run toutes les règles de code QL dessus, t'es sûr de partir avec 2-3 trucs, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça peut être, du coup, c'est un peu l'avantage, c'est qu'on build notre projet, on lance les queries, et après, bah, on peut essayer de trouver des vulnes avec des queries qui ont déjà été faites. Du coup, ça vaut le coup de Donc passer là, 3-4 jours sur 5 à réussir à build le projet, quoi. Ah, tu t'es remangé un délai. Et c'est que ton son, parce que je te vois ouais, parler. ouais, c'est ça. Ça vaut un peu le coup de cette vulne. Et donc à chaque fois, On a clairement ils entendu mettent une phrase sur les 8. surtout un exemple en point Java. Et donc là c'est Est-ce que en stream, vous pouvez... Ouais, on est d'accord, on perd clairement la connexion. Hugo,
je vais te piquer la main un instant. Je vais partir sur la partie code source. Si tu peux te rapprocher de ton Wi-Fi ou mettre un câble et revenir plutôt en mode, peut-être, partage d'écran uniquement. Je pense qu'on va devoir faire comme ça. Parce qu'il y a vraiment on te perd, OK, on te perd. je vais essayer de mettre un câble. Ch Ouais, si tu as un câble, c'est top. Courage. Pourtant tu es dans une ville. Tu dans une ville. Bon, du coup, toujours est-il, on a dit que, ça repartait de côté, je vais le mettre là et donc on repart sur la partie code source, donc voir un petit peu ce qui pourrait être intéressant de rechercher. Donc je viens de me caler ici et si on regarde mon historique, les dernières commandes, c'était git clone de Russ Jolokia et l'ouvrir dans VS Code. Donc et bien sûr installer CodeQL, j'ai pas encore joué avec, j'ai pas encore build la DB, j'ai pas encore compilé le projet. J'ai clairement, sûrement pas ce qu'il faut pour le compiler pour l'instant. L'idée c'est de voir un petit peu déjà comment le projet est constitué et ça commence souvent par lire la readme, mais si on a la flemme. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc multiples agents sont provided pour des environnements, un war, très bien, donc c'est un gros zip avec tout dedans et un XML pour donner un petit peu la structure. On a un OSJ container. Je sais pas trop ce que c'est, mais voilà, Mule et JVM. Bon, concrètement, ils ont fait en sorte d'avoir un petit packaging tout propre pour que tout le monde puisse utiliser leurs outils d'administration. Nice. Jusque-là, ça se tient. Maintenant qu'on a ça, Airwall, les features, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir un petit peu comment c'est structuré. Et ils ont, a priori, donné 0 info, la base. Notice. Third party, ok. Un serveur HTTP avec Felix, pourquoi pas. Code Prettify, admettons, jQuery, Gisbon. Peu importe, en vrai, not much. Et dans la partie POM, you have permission to collect no, my data. Et donc là, on a le POM XML qui dit un petit peu, soit un POM XML, soit un Gradle qui explique comment est-ce qu'on est censé pouvoir compiler les différents modules. Donc ici, agent, IT, client et tooling. Et sur quoi est-ce que ça se repose? Donc du Maven pour pouvoir faire l'upload ou le déploiement de tout ce qui a été préparé. De la doc, je présume. Ouais, ça doit être ça. Avec docbook, pourquoi pas. Et pas mal de choses. Donc sûrement de la doc parsable en HTML, de la doc parsable en PDF. Ça me fait rire, j'ai la petite vignette de Hugo dans le fond qui part chercher les câbles. On a fait des tests pré-live. Hein. Pré-live, ça marchait à la base. Bon, toujours est-il, la compilation, pourquoi pas. Les tools, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est même pas la partie doc, même pas la partie site. Plutôt la partie agent hein, ou la partie client. Parce que la partie client va permettre d'exposer les fonctionnalités et la partie agent, je pense, va faire le lien entre ce qu'il y a côté Mbins, JMX et le reste. Il y a tout un lien avec la JVM par exemple. Donc deb, flemme, main java, ok. Jolokia serveur, là on peut voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc de la config, du cleanup, ouais, pourquoi pas. Java serveur, Java serveur. Toute une structure un peu sous-jacente, donc clairement un peu complexe de tout lire à la volée. Clear proper context, handler, Jolokia HTTP handler, ça a l'air plutôt prometteur. Donc il fait handler pour Jolokia, il fait un serveur et je pense qu'il y a un endroit où il va commencer à faire les liens entre les deux. Donc initialiser le Jolokia serveur sur un HTTP serveur, très bien. Starting, stopping, ok. Ça, c'est un format d'URL. Donc clairement, c'est qu'est-ce qu'on va servir. Ça, donc jusque-là, on sait qu'on va piocher dans la config le hostname, le protocole, le port pour pouvoir l'exposer. Donc on regarde a priori aux bons endroits. Il y a un autre truc qui pourrait être quand même vachement sympa. C'est pour savoir qu'est-ce qu'on peut atteindre nous, à partir de quoi est-ce qu'on commence à contrôler des choses un petit peu intéressantes. C'est retourner dans la partie... Ok, j'ai tout sauf ça, nickel. 80, Jolokia, voire même
voire même sur le petit curl qu'on avait fait. Celui-là d'ailleurs, celui-là. Donc là, on voit par exemple qu'il va commencer à taper des binaires comme Sun Management. Moi, j'aimerais être sûr déjà que la supposition de départ soit vraie. Et la supposition de départ, c'était ça là, c'est pas trop censé être présent dedans. Je pense pas que les BM-bits qu'on puisse attaquer soient présents dans Jolokia. Pour moi, ils sont vraiment sous-jacents, embed dans, comment dire? Dans Outio, dans la JVM elle-même. Pour moi, on n'est pas censé trop pouvoir y avoir accès. Donc, pareil, toute la partie des tests, c'est pas, on va les filter out, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, c'est vraiment agent core, par exemple. Ça a du sens d'aller regarder ce qu'il y a dedans. Et donc là, on peut commencer à regarder un peu ce qui est. On a dit qu'on voulait pas ce qui contient test. La musique est devenue ultra forte pour moi aussi. On va se calmer. Du coup, on a dit qu'on dégageait tout ce qui contenait test. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que là j'ai encore mettre include, exclude, on a dit. Et donc là, on n'a plus que de la compilation et to open type converter. Don't know what it does, may not exist on Oracle OpenJDKVM. Ok. Cache type, introspect. J'ai l'impression c'est un peu des rustines qui ont été mises à la volée. Ah, moi qui sont vraiment embêtés à aller les mettre à la main. Hein. Specifically write type of some central Java types to switch console. En vrai, il y a moyen qu'il soit déclaré à la main. Hein. En tout cas, qu'on demande d'avoir une introspection et que Jolokia fasse volontairement la récupération de toutes ces informations avec du class for name, donc réflexivité. Hugo, est-ce que tu es revenu? Est-ce que tu es avec moi? Yes, normalement, je suis version 45, j'espère que ça va marcher. Ok, est-ce que tu as coupé ton interface Wi-Fi, histoire d'être sûr d'utiliser le RJ? Ouais, j'ai viré, c'est bon. Nice. Et hello Galu, bienvenue. Cool, c'est une bonne chose qu'on ait ça. C'est une très bonne chose qu'on ait ça. Je pense qu'un premier truc qu'on peut commencer à faire, si tu as ce qu'il faut, c'est... moi, j'ai regardé la doc de la partie cache type, mais en tout cas, on a beaucoup de class for name. Donc, plutôt que de faire un grep, on pourrait essayer de commencer à récupérer tous les calls de class for name, tout ce qui sync dedans, pour voir un peu la surface d'attaque, tout ce qui est connu, tout ce qui est visible. Est-ce que ça te semble faisable? Je sais pas si Alright. Ouais, Ouais. let's go. Donc c'est quoi? C'est Sun Management. Non, c'est quoi? Le class for name. Class for name, ouais, mais ça c'est built-in Java, non? Ça, ouais, c'est une méthode. Enfin, c'est. Est-ce que c'est une built-in? Classe utile. Je ne sais pas d'où vient classe utile, mais je pense clairement que ça fait partie de la du built-in. Classe utile, j'aimerais bien savoir quand même d'où il le récupère. Ouais, clairement, il l'appelle out of nowhere. Pour moi, on est good. Et du coup, tu dois pouvoir lister. Qu'est-ce qui serait intéressant? Soit lister tous les appels de cette méthode, soit toutes les fonctions qui finissent par l'appeler, peut-être? On peut déjà voir euh, toutes les méthodes qu'il appelle. Toutes les méthodes qui l'appellent, pourquoi? Moi, ça me va, parce qu'en soi, si on arrive... Est-ce que tu Alors, arriverais à... En fait, il te faudrait un entry point pour savoir quel est le tout début de notre chaîne de requête, non? ouais, en fait, c'est ça. Ouais, parce que avec JMX, enfin, comment ça marche? Quelle méthode on peut appeler de base? C'est une très bonne question. Moi, j'avais fait ça en black box à l'époque. Là, on est aussi là pour regarder un petit peu comment ça se passe dans le code source. Donc, j'avais commencé à faire des curls et voir, par exemple, on a la slash exec. Ça va être un terme ultra générique, donc très chiant. Mais si on arrive à trouver soit comment dire, soit trouver à quel endroit il parse les paramètres qu'on lui donne, là on aura le point d'entrée, soit... Clairement, il y a plein de trucs qui sont... qui demandent, on les a accessibles et ils sont pas présents, donc c'est
Ça, dans un fichier GMX Bridge Test. Ok, non, donc ça c'est clairement la partie test, donc je te confirme et je suis relativement certain maintenant que tout ce qu'on veut atteindre, tous les embeds intéressants ne sont pas dedans, ne sont pas dans Jolokia. Donc soit on essaye de regarder dans quoi sont contenus les embeds qui nous intéressent pour voir comment on peut les atteindre, soit on commence à regarder au-delà même de la surface des GMX, enfin des embeds, pardon, où est-ce que nous, notre input arrive, comment est-ce qu'il est parsé et quelles sont les fonctions, donne une matière un peu générique pour voir quelles sont les fonctions dangereuses qu'on pourrait appeler à partir d'un tel point, genre juste inonder le graphe d'appel. Ouais, alors ça c'est possible, mais je pense dans un premier temps, il faut qu'on arrive à définir du coup nos sources et Ouais, après les syncs. Bon, ça va être un peu plus simple, je pense, mais juste c'est identifier les ça. sources. Du coup, je viens de On a des regarder, méthodes effectivement, la méthode class for name, elle est bien définie dans Jolokia. Et et bah, du du coup, coup, il y a on peut plus qu'à déjà commencer voir comment est-ce qu'ils font le parsing. de regarder quels sont les. Enfin, qui appelle ça? Et ben on va parser, hein. C'est sympa, c'est pas comme si on avait des mots-clés génériques du type exec, read et write en tant que point d'entrée. Là, t'es sur quoi? Là, je suis sur exec. J'ai filter out tous les fichiers test et en soi, là tu vois, on a quand même des matchs. On n'a pas tant de matchs que ça si on demande d'avoir la case qui match et de l'exact match. Donc exec handler, par exemple, on voit server request, get opération. Je pense que c'est là-dedans, tu vois. Vu qu'on exécute une opération, pour moi, c'est dans le exec handler qui va essayer de récupérer très très tôt, genre ligne 122 là. Ouais. Récupérer l'opération, récupérer les args. Et en premier, on a l'opération. Donc pour moi, déjà, si on veut pas faire de la lecture-écriture, mais on veut faire toute la partie exécution, il faudrait qu'on voit tout ce qui peut être atteint à partir de... il fait du op args get. Ouais, il faudrait qu'on regarde comment on fait la méthode split, comment marche la méthode split opération. Sinon, tu peux regarder tous les outputs de la méthode getOpération et voir comment est-ce qu'ils sont utilisés. On peut filtrer ça, ouais. Vas-y, je remets ton écran. Hop. Incroyable, les transitions sont smooth. Almost. Du coup, là, on va essayer de récupérer toutes les méthodes qui ont le nom getOperation, dans un premier temps. Où elles sont? Et ensuite, on va essayer de récupérer tous les appels. Donc là, on a toutes les méthodes. Allez, il y en a bien un qui va. Non, donc ça va probablement pas être défini dans le. Ah si, voilà. Donc, ça, Donc là, par exemple, on a la méthode getOperation dans la classe J4P exec request. Il y en a plein d'autres. Donc j'imagine que c'est défini dans un. pour moi, il y en a deux. Dans la classe parent. Il y a JMX exec request en fichier Java qui définit getOpération. Et il y a J4P exec request qui fait à peu près la même chose. Donc on a Ouais. qui est dans le Jolokia JVM agent et l'autre qui est dans le client request. Et lesquels sont responsables? Client request for JMX. Pour moi, c'est bien celui qui est dans. J'ai envie de croire que c'est celui qui est dans J4P qui fait l'HTTP server. Il faudrait qu'on ait un petit setup où on puisse rebuild facilement à retester. Sinon, ça va être chiant. Si je te donne un endroit particulier dans le code, tu sais, vu que tu l'as compilé, tu sais retrouver lequel et la vraie def? Lequel quoi? Si je te donne un endroit dans le code qu'il utilise, tu sais me dire lequel est la vraie définition?
Genre Ah sur le non, c'est message? bon, c'est bon. Attends, bouge pas. Je repars sur mon écran. Clairement, j'ai trouvé ce qu'on veut. T'es dessus? Je regarde. Ouais. Oui, Ouais, non. ouais, je suis dessus. Cool. Là, on a vraiment dans la partie J4P type la définition des read list, write, exec, version search, ainsi que ce qui est non supporté. Pour moi, c'est clairement dans cette partie-là, à moins qu'on ait une copie conforme de ça quelque part. Et putain, le mystère reste entier, autant pour moi. Hmm. Sinon, on regarde ce que c'est. Hein. On lit la doc. Argjokia utile, et lui, il est dans... Et oui. Alors, qu'est-ce que c'est que J4P? Voilà. J4P... Waouh, GMX for Perl. Ok, c'est bon. Next. Next. Nous, ce qu'on veut, c'est pas la partie J4P, c'est clairement la partie request type classique. Donc, si tu avais deux définitions, cette opération, c'est pas du tout celle qui est dans J4P. On va même directement exclure tout ce qui est J4P de nos recherches parce qu'on n'en aura pas grand chose à faire. Mais bon, et du coup, je te relaisse la main comme ceci. Donc, normalement, tu n'avais que deux get opérations Ok. dessus, c'est ça? Alors, ouais. Nice. Tac. Du coup, il y avait le get operation dans le J4P, c'est pas celui qu'on veut, mais c'est le get operation dans JMX request exec. Donc là, on a trouvé la méthode et après, on peut. Donc, en CodeQL, il y a une classe qui s'appelle method access. Et donc, une méthode access, c'est un appel à une méthode. Du coup, nous, ce qu'on veut maintenant, c'est trouver tous les appels à la méthode getOperation. Donc là, on définit notre méthode, on veut qu'elle ait le nom getOperation. Et après, on veut trouver tous les appels de méthode où la méthode appelée, c'est la méthode qu'on cherche. Du coup, on a 10 résultats. Et du coup, on peut commencer à regarder où est-ce que c'est appelé. Et du coup, après, check for restriction, exec handler. On est globalement dans exec handler. Et quelque chose d'intéressant, c'est retourner par exemple la classe où la méthode est appelée. Donc ça point. Alors c'est quoi? C'est get closing. On récupère la méthode qui appelle cette méthode et on récupère le type de le type de la méthode qui appelle la méthode. C'est un peu, on se perd un peu, mais vous allez Voilà, voir. méthode parente. Ça va être plus Inclusive simple. collab, tu vois, c'est genre en gros, tu prends. Donc là, on a pris notre méthode, on a pris la méthode qui a le nom getOperation. Voilà. Et ensuite, on a de cette méthode, on a chopé Ouais. son code bloc et declaring type correspond à dire la déclaration de la méthode appelante. Ouais, c'est ça. En gros, du coup, nous, on a cherché tous les appels MA, c'est tous les appels à la méthode getOperation. Donc là, c'est par exemple, on clique sur le premier résultat à droite. Donc cette méthode, elle est appelée là, Ouais. getOperation. Et du coup, getOnClosingCallable, ça va retourner la méthode qui appelle, enfin la méthode appelante. Donc ici, ça va être check for restriction. Et du coup, getDeclaringType, ça va retourner execHandler. Ça va retourner le type de la classe qui appelle la méthode, enfin où la méthode là est définie. Donc à droite, on voit que la méthode getOperation, elle est appelée principalement dans execHandler et après dans d'autres classes. Ouais. Donc, notamment Merci, JMX GMX for Perl. execRequest. Quand même des gens du coup qui se sont amusés Ouais, à faire un une bridge entre comparison. GMX et Perl. C'est un plaisir.
Et du coup, là, c'est juste dans une méthode qui s'appelle toString, du coup, j'imagine que ça va pas trop nous intéresser. Oui, oui, c'est des dumps de debug. Donc je pense que exechandler est plus intéressant. Donc nous, ce qui serait intéressant, Donc on ce peut se serait surtout de balader. voir qu'est-ce qui pourrait être fait de mal avec les paramètres qui sont lus. Par exemple, si avant même d'atteindre un mbeans, on a un endroit où il y a de l'interpolation de string, de la réflexion ou du spell qui est fait dessus, ce serait incroyable. Si on a une SSTI avant même d'avoir un mbeans, ça veut dire que peu importe ce que tu peux avoir d'exposé volontairement ou non sur ton application, tant que tu as ça, tu as RCE. Et ce serait assez beau jeu. Ouais. On peut tester ce genre de choses. Et merci, Il faut Indrax, qu'on pour arrive à définir ce qu'on contrôle. yes. Ben ça, du coup, je l'ai relativement identifié dans le code. On a un get arguments et get opération sur l'objet gmx exec request pour récupérer l'argument et l'opération. Attends, c'est. Oh là là, en plus c'est horrible. Genre ça va aller parser la requête et une fois que ça a été parsé, ça met ça dans une liste et ça va récupérer avec l'ordre en faisant du pop. Il n'y a pas de dict ou de truc comme ça. C'est vraiment si ça se desync, ça se desync. Oups. Et je pense qu'on était dans la même avec le toString. Parce qu'on va, en vrai, on peut essayer de lancer les requêtes CodeQL déjà présentes. Mais en gros, la plupart du temps, ça va prendre en entrée une source. Et les sources, ça va être des choses qui vont être bien définies. Donc, ça peut être par exemple un header HTTP qu'on va pouvoir lui passer. Ça va pas être des arguments d'une requête GET, ce genre de choses. Yes. Bah là, en Euh, soi, tout est récupéré à partir du pass. Il y a peu d'utilisation de paramètres get. Ou en tout cas, il faudrait regarder dans l'implémentation du serveur web. Mais c'est plutôt ça, c'est le pass qui est découpé. Genre là, si je reviens, du coup, je revole l'écran. Hop. En revolant l'écran, si on regarde le curl qui a été exécuté, c'est vraiment donc Joca, notre mbin, le exec, le fait qu'on veuille exec, l'identifieur, la méthode. Donc il faudrait qu'on voit à quel moment il a fini d'identifier. ok, bah, je pense que Ouais, ça, ouais. CodeQL va le gérer tout seul. Il va gérer le pass. Du coup, on peut essayer de lancer les queries de base et voir ce que ça va donner. Vas-y, carrément. Soyons. Voilà. J'ai pas l'impression de lancer une requête, j'ai de la chance. Ah, il y a moyen que ce soit pas du tout le projet adapté pour poker ça. Là, t'es plus dans ton Docker. Non, du coup, là, je suis plus sur mon Docker, c'est ce que je Ah, disais. dans le device. Ouais, donc là, je suis sur mon host. J'ai récupéré la DB qui est dans database Jolokia. Et donc là, on va juste lancer Mais c'est quoi les l'intérêt d'avoir queries. fait la première partie dans le Docker? Alors, ouais, j'ai fait ça dans le Docker pour justement éviter de download tous les jars qui sont utilisés par Jolokia et que ça soit installé enfin, sur mon host et que j'en ai jamais besoin et que Ok, ça en fasse gros, de. t'as un Docker trashable avec tout dedans et basta. Ouais, exactement. Ok. Et du coup, là, on va lancer sur la DB qui s'appelle Jolokia. On va lancer les queries. Donc, il y a CodeQL, donc les fichiers, c'est des points QL. Il y a un format qui s'appelle QLS qui permet de lancer plusieurs queries d'un coup. Je vais montrer à quoi ressemble le fichier. Mhm. On veut un format au format Sarif. Donc, Sarif, ça va être pas mal. Ça va permettre après d'ouvrir l'output dans VS Code et ça va nous montrer quelle ligne, quelle méthode et qu'est-ce qui va pas. Donc, Sympa. on peut lancer ça. Ça a répondu, ça arrive, j'ai pas trop joué avec. Pas encore eu l'occasion. Hugo. Alors, moi, j'en ai entendu parler juste pour justement, après, quand on a le code, ça donne la ligne et toutes les méthodes. Ok. Ok. On dirait qu'il y a un petit peu de bloc.
petit leak de passe, Ouais. les fameux. Et du coup, les fichiers que je lance C'est hardcore. sur le Dès que tu as un process qui fichier tabasse, QLS, ça se met à clipper. ensemble. T'as pas une armée de Docker qui tourne là? En gros, on va importer toutes les queries. Ah ouais, merde. Ouais. Non, je pense que c'est l'analyse de l'ADB. Ouais, ça c'était dur en Et bah, tu peux discuter. prendre la main en attendant que ça sorte l'output, si tu veux. Ouais, je peux. Je sais pas s'il y a beaucoup plus à en creuser. Alors je viens de reprendre la main. Bon oui. Yes. Je viens de reprendre la main et du coup on était là-dedans et ce qui était intéressant ça aurait été de voir comment est-ce que le parsing des paramètres est fait, surtout comment est-ce que c'est redispatché derrière. Parce que là on a dit qu'on avait bien le get opération qu'on a réussi à identifier, qui se fait dans le toString et qui est déclaré là, mais c'est à peu près tout. Et du coup, dans le exec handler, ça peut être sympa quand même. History key. Je pense qu'on s'en fout un peu. Gmx exec request, ça c'est les définitions, et donc là, c'est vraiment les opérations qui nous intéressent. Donc, là-dedans, check for restriction, en effet, il y a certaines actions qu'on peut prendre ou qu'on peut faire ou non. De ce côté-là, verify arguments, oui, en effet. Il peut y avoir des limitations, mais souvent c'est assez soft. C'est vachement moindre que les vraies limitations des GMX. D'où le fait qu'on puisse faire ce via Jolokia pour du file write avec un fichier JSP, mais où on ne contrôle pas du tout l'extension dans certains cas. Donc là, il fait le parsing, il fait le split opération. Il faut qu'on regarde ces 7 fonctions-là. Si jamais tu veux noter, Hugo, c'est dans le exechandler.java. Ouais. Je vois tout mon écran, c'est dans celui-là. Là. Et c'est vraiment là où il y a la partie intéressante, où il fait le split opération. Hop, args, le 0, donc le pop qu'on voyait à nous, le premier, c'est bien l'opération. Le type, s'il en fait une liste. Irrigation, si on a plus qu'un. Si on a plus qu'un, il en fait une collection parce que c'est du Java et que c'est hardcore. Sublist, pourquoi pas. Paraminfo, extract mbin parameters info, pourquoi pas. Opération n param type, si tu veux. Legal argument, si tu veux. Bon. À quel moment il dit return new operation n param type? Ok, donc clairement, je sais pas si on a vraiment besoin de code QL pour ce projet. Tout ce qui se fait d'un peu touchy entre le parsing et l'exécution, le début d'exécution se fait dans ces lignes-là. Donc il y a pas mal de sub-signatures, matching signature, extract mbin, parameters info, qui est call 3-4 fois parce que pourquoi pas. Operation param type. Ouais, clairement c'est du vieux parsing spaghetti. Et si tout s'est bien passé, on fait operation and param type. Donc clairement, la base. Oui, start here. Notre sync, notre source, tout ce qu'on contrôle, c'est ce qui va être, enfin c'est partiellement ce qui va être submit à operation and param type. Celle-là, si on regarde un petit peu, wait, où est-ce que c'est déclaré, j'aimerais bien. Tout en bas. Private, yes. Et donc cette fonction-là, elle nous fait new string. Donc elle prend l'opération et la liste de paramètres. Elle fait un string, un tableau string, ok, très bien. Elle en fait des tableaux un peu plus traditionnels que ce qu'on avait. Pourquoi pas. Get open type, très bien. Donc ça fait encore un peu de parsing. Et ouais, à quel moment c'est ce que ça shot, ça shot pour de vrai? À tout moment. À tout moment, le fait de retourner ce call, ça fait un return, et donc ce serait plutôt dans celui-là qui est call quelque part ailleurs.
Dans do handle request, la dernière ligne, il y a server.invoke. Ah ouais? Ah, je l'ai peut-être raté. J'ai clairement raté. Maybe allow for a pass as well, we could be a bit. Ouais, param class. Ouais. C'est quoi? Ouais, bah clairement, exécute le the GMX opération. Mais je vois pas trop du coup à quel moment ils font le bridge entre le parsing qui a été fait et le do handle request. Est-ce qu'ils font le. Bah dans do handle request, à extract operations types. Ouais. On était dedans celui-là? Première ligne 84, bah c'est là du coup, non? Handle request, et ça. Et oui, ok, donc là tu as trouvé l'appelant de ce qu'on avait et le invoke. Ok, donc le start here c'était quasi. Donc plutôt step 20. Si on revient là, step 10. C'est avant. Ok, donc en effet, on commence par le handle request, puis on fait les extractions, puis on fait les invoke. Donc c'est vraiment dans ces lignes-là que ça se passe. Nice, bien ouais. Le verify qui fait un tout petit peu de parsing. Alors tout open type ou tout object converter, ça veut dire qu'on peut déjà avoir peut-être de l'invocation d'objets à ce niveau-là. Ça peut être stylé ça. Ligne 94. Ça fait quoi ça? Bah je sais pas, vu qu'on a un get to open, enfin converters, to open type, il en fait des paramètres. Je m'étais posé la question quand même à quelques reprises. Il y a certains mbin qui ont besoin d'un objet et non pas d'un int, d'un string ou d'un truc comme ça. Et c'était assez galère de se dire comment est-ce que je peux invoquer un objet avec des types primitifs. Et en fait, il doit y avoir clairement de la conversion en objet. Donc là, il prend des param class quelque chose. Il prend l'argument, il prend la classe qui a été donnée en paramètre, il fait un prépare et dessus, il la convertit en objet. Alors que l'autre fait... Il prend un truc... Ah là là, c'est si bizarre. Il y a de la conversion de type de base en objet et inversement. Ok. Bah, du coup, c'est le serveur mbin qui expose des méthodes qu'on va aller pouvoir appeler. Ouais. Et du coup, il faudrait savoir, toutes les méthodes sont exposées? Pour moi, c'est un espèce de broker un peu simple. Je pense pas qu'il y ait d'ACL dessus. Pour moi, c'est vraiment, il y a des mbins qui ont été enregistrés au sein de Java et derrière, ils ont été faits pour être exposés un peu par défaut. Peut-être des surcouches, mais je pense vraiment que c'est pas majoritaire dans l'utilisation. JSON request handler. Donc en effet, on peut parler en JSON. Moi, j'ai fait principalement du get pour de la SSRF, mais ça doit pouvoir aider. Donc dans JSON request handler, on a plus. Check for restriction, check HTTP method, si tu veux. Et donc, si on regarde qui c'est qui call handle request, on commence à revenir sacrément haut. Ouais, je pense qu'on va être assez haut là. Tu peux trouver qui sont les callers de handle request et les callers de ces callers et récursivement pour faire une espèce de grande chain list et savoir jusqu'où on est censé remonter. Bah, on peut essayer, ouais. Ça peut se tenter. Ouais. En vrai, je pense que on n'a pas forcément la bonne approche. Genre que c'est un outil stylé, mais que ça s'applique vraiment pas à notre cas. Parce que, ouais. Parce que vu que c'est pas notre. Là, on a des sources, on sait ce qu'on peut contrôler, on sait jusqu'où on peut essayer d'espérer atteindre. Mais derrière, ça va se faire dispatcher dans une partie qui n'est pas présente dans notre code base. Donc, Ouais. je pense que clairement, c'est un peu voué à nous dire, bah voilà, le mieux que vous pouvez ici reacher, c'est de l'introspection, c'est de la réflexion à tel endroit pour aller appeler des méthodes, mais il faut qu'elles aient été registrées avant. Donc je pense que C'est un peu ce qu'on s'était dit avant, quoi. ouais, c'est un peu ce qu'on suspectait. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est intéressant quand même.